enjeux de la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne. On en parle avec François Cabot qui nous rejoint par téléphone depuis Londres, économiste chez Barclays. Bonjour et bienvenue François. Ça aurait pu être une réunion technique, d'ajustement technique du programme d'achat d'urgence pandémique, François, cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Les faucons veulent en faire une réunion très politique. On verra ce qu'il en ressort, mais où est-ce que vous placez le curseur justement entre l'aspect technique des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne, puisque c'est le sujet, et le côté très politique, encore une fois. On a vu la pression très forte mise par les faucons ces derniers jours, jusqu'à hier même encore avec une tribune publiée par le gouverneur autrichien Holzmann. Je le dis, en totale infraction avec le code de bonne conduite de la Banque Centrale Européenne qui veut que les gouverneurs ne s'expriment pas pendant une semaine à la veille d'un meeting. François, quels sont les enjeux de cette réunion pour vous ? Non, c'est effectivement ça. Il faut pas se tromper d'enjeu. C'est vraiment l'idée d'avoir une recalibration, un ajustement technique du rythme de rachat du PEPP, effectivement, pour le 4e trimestre, et pas aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, une façon de procéder qui pourrait être répétée après le meeting de juillet, où finalement, après la revue stratégique, le débat a été limité sur l'évolution de la forward guidance, donc du guidage sur les taux après la revue stratégique, alors qu'il y avait plein d'autres enjeux. Ce même titre-là, sur cette discussion-là, sur ce meeting-là, la discussion doit uniquement avoir lieu sur le 4e trimestre et sur le rythme de rachat à ce niveau-là. Et de ce côté-là, pour nous, il y a vraiment un nombre d'arguments à la fois sur le tableau macroéconomique et à la fois sur les conditions monétaires et financières qui justifient totalement ce ralentissement. Et encore une fois, c'est un ralentissement, on va dire une marge d'escalier pour passer de 80 à en gros 60-70 milliards d'achats d'actifs au mois. Mais par contre, effectivement, sans agiter effectivement le drapeau de la fin du jeu, ni jusqu'à mars, ni au-delà de mars, ou a priori, en tout cas selon nous, décembre, c'est beaucoup plus approprié pour parler de ce sujet-là. Au regard de l'amélioration des conditions macroéconomiques, de la vigueur de la reprise en zone euro, avec peut-être au cours de ce 3e trimestre un pic en termes de croissance, de reprise qui est en train d'être atteint par les économies de la zone euro, au regard également des conditions financières toujours très amples, très souples, avec des taux qui restent évidemment très bas, même s'ils ont remonté un petit peu, on reste dans un environnement de taux négatifs bien sûr et très faible en zone euro. Tout ça peut justifier, vous dites, une marge d'escalier à la baisse en termes d'achat d'actifs d'urgence, ce qui ne modifierait pas le réglage accommodant de la politique monétaire en zone euro, François. Absolument. On va dire pour n'en citer qu'un, qui joue à la fois sur les deux tableaux, c'est-à-dire la nécessité de continuer le rythme de rachat et en même temps l'indication que l'économie se porte mieux, qui va certainement attirer beaucoup d'attention sur ce meeting, c'est la prévision d'inflation à moyen terme. On s'attend à une révision à la hausse de l'ordre de 10 à 20 BP. La prévision de juin était 1,4, donc ça fait du 1,5, 1,6 en moyenne pour 2023. Donc ça veut dire que d'une part, selon nous, cette révision est tout à fait justifiée parce que la croissance se porte mieux, avec notamment le 2e trimestre qui a surpris à la hausse assez largement. Donc ça veut dire aussi que l'output gap fondamentalement est réduit par rapport à ce qu'il était estimé en juin. Donc ça veut dire qu'effectivement on est moins loin de situation normale et donc du coup une inflation à moyen terme qui doit être revue à la hausse, mais en même temps une inflation à moyen terme qui fait un 5, un 6, c'est pas une inflation à moyen terme qui fait 2. Donc du coup, ça veut dire quand même qu'on a effectivement besoin d'avoir des conditions monétaires financières qui restent largement accommodantes pendant encore longtemps pour effectivement soutenir l'économie pour que l'inflation reparte à moyen terme vers ces 2%. Est-ce qu'il y a un risque de quiproquo ? Parce que, évidemment, alors pour l'économiste que vous êtes, on comprend bien l'enjeu technique du point de vue des marchés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que dans son ECB Preview, Barclays, vous l'écrivez, François, et les équipes de Barclays l'écrivent. C'est un ajustement, ça n'est pas un tapering. Si vous avez besoin de l'écrire, c'est qu'il y a un risque de quiproquo entre les marchés, la communication que pourra délivrer Christine Lagarde tout à l'heure. Ça reste quand même un challenge compliqué ? Ah oui, absolument. C'est vraiment en tout cas un des grands enjeux de cette réunion, ça c'est sûr. Effectivement, on se le disait tout à l'heure,
la Fed a commencé, en tout cas, part dans cette direction-là de manière quasi certaine. C'est plutôt un quand plutôt qu'un si. Le temps n'est pas du tout d'en parler pour la BCE. On est évidemment dans des conditions macro qui sont tout à fait satisfaisantes par rapport à là où on était, mais par contre, on n'est pas du tout là où on devrait être pour commencer effectivement à resserrer la politique monétaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de la marche d'escalier et de rester là sur cette marche où on sera en septembre, et pas être sur une pente descendante qui est un tapering où on part sur une pente continuelle, graduelle, descendante vers zéro. Je pense que c'est vraiment ce biais dovish que doit avoir peut-être d'une part les annonces qui auront lieu à 13h45 et aussi surtout pendant la conférence de presse qui commence à 14h30 on réduit certes, donc c'est du recalibrage, comme c'était un recalibrage en décembre dernier également, mais par contre il y a un commitment, et là je pense que par rapport à l'ordre stratégique de juillet, c'est vraiment l'idée de la persistance qui va être importante, je crois. Là, on a vraiment la forêt guidance qui était à la fois sur si on a un choc fort, si on a un choc externe, une réponse très forte de la politique monétaire, donc c'est le force rule, et à côté on avait soit c'est force rule, soit c'est persistance. Et donc là je pense que c'est vraiment l'aspect de persistance et de nécessité d'avoir une politique monétaire accommodante pendant longtemps, qui va être remis, qui met sur le devant de la scène. Ça peut être fait de plusieurs façons, mais je pense que la façon la plus crédible de le faire et la plus simple, qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est revenir dans le détail sur ces prévisions d'inflation à moyen terme, où on va bien se rendre compte qu'avec un objectif symétrique à 2%, si la BCE est à 1,5, 1,6 en 2023, on n'y est vraiment pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que en décembre, ça va être intéressant de voir où la BCE se positionnera pour 2024, où elle étendra son horizon de prévision. Oui, la réunion de décembre qui sera sans doute la réunion importante en matière de décision. Si on essaye de se projeter un petit peu, alors pour l'instant ce ne sont que des hypothèses, mais vous l'avez dit, le PEP court jusqu'en mars 2022, donc le programme d'achat d'urgence pandémique qui va être recalibré un peu à la baisse. On parle de 60-70 milliards peut-être d'achats mensuels sur le quatrième trimestre. On est autour de 80 milliards en moyenne sur le troisième trimestre. Est-ce qu'on peut imaginer encore une marge d'escalier à la baisse sur le premier trimestre 2022 en matière d'achat d'actifs? Et qu'est-ce qui se passe en avril 2022? Si les achats d'actifs doivent continuer, est-ce qu'on peut avoir une idée du rythme auquel ils vont continuer à la fin de l'enveloppe d'urgence pandémique, François? Oui, tout à fait. Je pense que il peut y avoir effectivement marge d'escalier en décembre, avec par contre l'engagement effectivement d'avoir un rythme de rachat encore tout à fait décent, de l'ordre d'une soixantaine de milliards par mois pour l'ensemble de l'année 2022. Donc, on prévoit de notre côté effectivement un recalibrage avec un PEPP qui s'arrête en mars, mais dont le flambeau est repris par le programme classique, donc l'APP, avec une enveloppe totale pour 2022 de l'ordre de 700 milliards. Donc, ça veut dire qu'on a effectivement un rythme de rachat qui frôle autour de 50-60 milliards par mois. Et donc, effectivement, un engagement de ce côté-là de la politique monétaire de maintenir effectivement un biais accommodant pour éviter effectivement une réaction de marché qui viendrait détériorer les conditions monétaires et financières au moment même où, il faut se le rappeler, la Fed elle-même commencera son tapering. Donc il faut quand même faire attention à ce séquençage entre ce qui va se passer du côté US et ce qui va se passer du côté Europe, où je pense que la BCE sera d'autant plus attentive effectivement à maintenir un biais accommodant et quand la Fed se mettra effectivement à réduire son rythme de rachat. Les autres éléments clés, on en a déjà parlé d'une part, c'est l'inflation et comment est-ce qu'elle va en 2024. Effectivement, en conjecturant, là, on a un peu du mal à voir comment est-ce que même en 2024, on pourra avoir une inflation à 2%, tout en sachant que la forward guidance implique qu'on ait une inflation à 2% dès un peu avant, si elle voulait commencer à normaliser. Bien avant la fin de l'horizon de prévision. Exactement, c'était plutôt fin 2023. Oui, c'est ça. Après, voilà. Et puis après, il y a l'autre élément, je pense, qui est à prendre en ligne de compte, qui est assez nouveau, et intéressant en même temps. C'est ce qu'effectivement disait Philippe Lane dans une interview il n'y a pas si longtemps que ça, sur les rythmes d'émission des États. Oui. Et donc là, effectivement, décembre tombe bien parce que ça veut dire que ça tombe après les soumissions et validations des budgets d'État auprès de la Commission pour 2022 en tout cas. Donc avoir un rythme effectivement qui est cohérent par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça maintient
en filigrane cette volonté de la BCE de soutenir l'ensemble de l'économie, donc évidemment les conditions monétaires et financières pour le secteur privé, avec notamment la question du financement via les banques, mais également évidemment les États, et donc là-dessus c'est sûr que c'est un peu un nouvel élément et qui je pense va être déterminant pour déterminer le rythme de rachat pour 2022. La BCE n'a pas le droit explicitement de financer les États, mais vous l'avez dit, le chef économiste de la BCE lie de plus en plus ouvertement, explicitement justement, le montant des achats d'actifs de la BCE pour 2022 au montant des déficits souverains, au montant des dettes souveraines qui seront émises en 2022. C'est une corrélation qui va être très forte, sans doute. Voilà, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est un élément qui apparaît surprenamment explicite dans son discours. Qu'il ne le sera sûrement pas autant dans la conférence de presse ni aujourd'hui ni en décembre, mais en tout cas qui nous permet nous de nous projeter un peu, avoir un autre angle d'attaque si vous voulez au-delà de la macroéconomie, de se rendre compte un peu comment est-ce que les déficits peuvent être réduits en 2022, qu'ils vont l'être manifestement parce qu'on aura quand même beaucoup moins de soutien à l'économie parce que la pandémie a priori devrait être quand même derrière nous, mais du coup de calibrer un peu mieux le rythme de rachat, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même rester sur des niveaux de déficit qui vont être encore relativement élevés, et donc du coup, de fait, ça justifie d'autant plus qu'on ne peut pas avoir tapering avec tomber le rythme de rachat à 0 à horizon 3-6 mois, ça c'est sûr. Donc l'APP devrait être monté en charge pour reprendre le flambeau du PPP qui, selon toute probabilité, s'arrêtera en mars. Bon. Des mois à enjeu pour la Banque Centrale Européenne, au moins jusqu'à la réunion du mois de décembre, pour les prochains rendez-vous, donc, et cette réunion du jour, dont on aura les conclusions tout à l'heure, en début d'après-midi. On y reviendra très largement ce soir dans Smart Bourse à 17h. Merci beaucoup François. François Cabot, avec nous par téléphone, économiste chez Barclays.